Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine rapporte 42 nouveaux cas, dont 33 transmissions locales. La lutte contre le virus continue en Chine. Le gouvernement chinois annonce qu'il ne reconnaît plus les passeports BNO comme document d'identité valide. La France et la Chine souhaitent promouvoir la ratification de l'accord d'investissement Chine-Union européenne. La province du Guangdong au 13e rang mondial en termes de PIB. La Chine s'engage écologiquement et lance le plus gros marché du carbone au monde. La première unité nucléaire dotée du réacteur Hualong-1 commence son exploitation commerciale. Tesla va augmenter les capacités de sa Gigafactory de Shanghai. EU lancera 1500 trains de fret à destination de l'Europe en 2021. Les élèves du primaire et du secondaire désormais interdits d'apporter des téléphones portables à l'école. Commençons ce journal avec un point sur la lutte de la Chine contre le regain épidémique dans le pays. Dimanche soir, les autorités ont signalé 42 nouveaux cas de Covid-19, un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière, signe d'une efficacité des mesures mais également des vaccins chinois, alors que 24 millions de doses ont déjà été administrées dans le pays. La Chine continue de combattre des foyers d'éclosion de Covid-19 dans plusieurs secteurs du nord du pays. La partie continentale de la Chine a signalé 42 nouveaux cas de Covid-19 dimanche. La plupart sont des transmissions locales dans les provinces du nord-est du pays. 22 ont été enregistrés dans le Heilongjiang et 10 autres dans le Jilin. Les deux provinces ont vu une augmentation du nombre de cas depuis le début de l'année 2021 et le gouvernement a mis en place des mesures de confinement et des campagnes de tests à grande échelle. 9 autres cas de voyageurs infectés arrivant de l'étranger ont été répertoriés dans 5 régions différentes, dont Shanghai et Beijing. Notons également que plus de 24 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Chine. C'est ce qu'a déclaré dimanche le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Des tests préliminaires montrent que l'incidence des réactions anormales graves causées par les vaccins contre le Covid-19 actuellement utilisés en Chine ne sont pas plus élevées que celles du vaccin contre la grippe. Cette vaccination de masse montre donc que les vaccins sont sûrs et efficaces en Chine. C'est ce qu'a rappelé Zhong Nanjian, directeur du comité d'experts de Commission nationale de la santé. Les deux vaccins chinois sont utilisés dans de nombreux pays. Jusqu'à présent, aucun cas grave n'a été rapporté après la vaccination. Les données montrent que les vaccins chinois ont des taux de protection de plus de 70% contre les cas légers et de près de 100% contre les cas graves. De nombreux pays comme la Turquie, l'Indonésie, l'Algérie ou encore la Serbie ont en effet choisi les vaccins chinois. Les deux vaccins actuellement utilisés en Chine sont celui de China National Biotech Group et le vaccin Coronavac développé par l'entreprise chinoise Sinovac Biotech. Au Myanmar, pays que la Chine a aidé dans la lutte contre l'épidémie il y a maintenant quelques semaines, un coup d'État a eu lieu lundi. La télévision militaire birmane a annoncé que l'armée avait pris le contrôle du pays en déclarant dans le même temps l'état d'urgence. De nombreux hauts responsables politiques, dont la dirigeante Aung San Suu Kyi, ont été arrêtés. Les militaires dénoncent des cas de fraude aux dernières élections. La communauté internationale condamne unanimement ce coup d'État. Dimanche, la Chine a fermement condamné la politique britannique du passeport BNO concernant les résidents de Hong Kong, une annonce qui intervient après la décision du Royaume-Uni visant à faire d'un grand nombre d'habitants de Hong Kong des citoyens britanniques de seconde classe. Les explications de ce conflit dans ce reportage. Dimanche, un porte-parole du gouvernement central chinois a fermement condamné le Royaume-Uni pour l'acceptation des demandes de citoyenneté des résidents de Hong Kong détenant les passeports britanniques d'outre-mer, aussi appelés BNO, à partir du 31 janvier. La décision du Royaume-Uni visant à faire d'un grand nombre d'habitants de Hong Kong des citoyens britanniques de seconde classe est une offense flagrante à la souveraineté de la Chine, a déclaré le porte-parole du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, exprimant sa ferme opposition à cette décision. Dans le mémorandum échangé avec la Chine avant la rétrocession de Hong Kong en 1997, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne conférait pas le droit de séjour au Royaume-Uni aux ressortissants chinois à Hong Kong, titulaires de passeports BNO, a noté le porte-parole. Depuis l'année dernière, la partie britannique, en violation des normes fondamentales régissant les relations internationales, a tout fait pour empêcher l'élaboration et la mise en œuvre de la loi
sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Après l'échec de sa tentative, la partie britannique s'est tournée vers la question BNO. Les actions du Royaume-Uni ont gravement violé la déclaration conjointe sino-britannique, a affirmé le porte-parole, les décrivant comme une violation des accords. La Chine se réserve le droit de prendre des mesures supplémentaires contre la politique britannique des passeports BNO, a fait savoir le porte-parole, prévenant la partie britannique de ne pas sous-estimer la détermination de la Chine à mettre fermement en œuvre la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong, ainsi que le principe un pays, deux systèmes. Et bonne nouvelle cette fois, la Chine et la France ont achevé en fin de semaine dernière les négociations sur l'accord d'investissement Chine-Union européenne. Des discussions qui ont mené à de bons résultats selon Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine. La Chine et la France ont convenu vendredi que l'achèvement des négociations sur l'accord d'investissement Chine-Union européenne avait donné de bons résultats, illustrant la volonté de promouvoir le travail de suivi tel que la ratification. Cette conclusion a été atteinte par Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, et également Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français, alors qu'il coprésidait le 21e dialogue stratégique Chine-France. Selon Wang Yi, la Chine et la France doivent continuer à faire plein usage du mécanisme de dialogue sous la direction stratégique des chefs d'État des deux pays afin de faire avancer le développement des relations sino-françaises. Les deux pays doivent également consolider la confiance mutuelle stratégique, renforcer la stabilité et la prévisibilité du bilatéralisme et également injecter plus d'énergie positive dans un monde incertain, a indiqué Wang Yi, appelant également les deux parties à renforcer la coopération d'innovation dans le domaine de l'énergie nouvelle et l'économie numérique. Notant que l'adhésion à l'autonomie stratégique était dans l'intérêt à long terme des pays de l'Union européenne, Wang Yi a indiqué que la Chine et l'Union européenne devaient continuer à défendre le multilatéralisme et à promouvoir la formation d'un plus grand consensus international. Il a appelé les deux pays à être vigilants face au pseudo-multilatéralisme. Emmanuel Bonne a pour sa part déclaré que la France souhaitait renforcer la communication et la coordination avec la Chine sur les questions régionales et mondiales majeures, telles que la coopération en matière de vaccins, le changement climatique ou la biodiversité. La France soutient également une coopération de haut niveau entre l'Union européenne et la Chine et est disposée à continuer de travailler avec la Chine pour faire avancer le partenariat stratégique global Union européenne-Chine, a-t-il poursuivi. Et nous vous le disions justement il y a quelques jours maintenant, l'économie chinoise survit malgré la crise sanitaire. Preuve en est, la province du Guangdong au sud de la Chine s'est classée 13e au monde en termes de produit intérieur brut, une position qui surpasse notamment celle de l'Australie. Du Guangdong au sud de la Chine s'est classé 13e au monde en termes de produit intérieur brut, une position qui surpasse celle de l'Australie, a annoncé le 1er février le Securities Times dans son classement des PIB provinciaux pour 2020. Avec une percée au-dessus de seuil de 1100 milliards de yuan, soit 1710 milliards de dollars, la province du Guangdong a maintenu sa première place du PIB le plus élevé de Chine pendant 32 années consécutives. Fortement touchée par la pandémie de Covid-19 l'année dernière, la première province chinoise du commerce extérieur a connu une forte reprise des exportations depuis le second semestre, enregistrant un total de 7100 milliards de yuan pour le commerce de marchandises. Son économie industrielle a également connu une amélioration rapide avec une croissance pendant 7 mois consécutifs. Calculé par le taux de change moyen en 2020, le PIB du Guangdong était d'environ 1610 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse le PIB de plus de 90% des pays du monde et est proche de celui de la Corée du Sud, 6 fois plus que celui du Vietnam et égal à la somme des PIB de la Suisse, de Singapour, de l'Argentine ou encore de l'Ukraine. Outre la province du Guangdong, les provinces du Jiangsu, du Shandong et du Zhejiang se classent également dans le top 20, si elles sont encore une fois considérées comme des entités économiques. La Chine accélère sa transition écologique. Plus gros émetteur de CO2 au monde, le pays a inauguré lundi son marché national de carbone. Les entreprises concernées par cette nouveauté se verront imposer une limite à leurs émissions, un système déjà présent au sein de l'Union européenne.
Pour accélérer sa transition énergétique, la Chine inaugure lundi 1er février son marché national de carbone. Il va concerner au premier chef les centrales électriques au charbon chinoises très polluantes. Et compte tenu de la taille de l'économie chinoise, ce sera le plus gros marché au monde. Les entreprises concernées par cette nouveauté se verront imposer une limite à leurs émissions. Pour pouvoir la dépasser, ils devront acheter des droits à émettre sur ce nouveau marché national. Ce système est déjà en vigueur au sein de l'Union européenne ainsi que sur le continent nord-américain pour quelques États fédérés des États-Unis et du Canada qui y ont adhéré. La création d'un marché national du carbone fait partie des engagements contenus dans l'accord de Paris sur le climat. L'Europe, elle, n'avait pas attendu pour créer le sien dès 2005. La Chine s'est lancée en 2017, mais elle a d'abord multiplié les expérimentations régionales avant de passer à l'échelle nationale. Pour l'instant, ne sont concernées en Chine que les 2000 centrales de production d'électricité. Cela peut sembler mince, mais ce secteur est de loin le plus polluant, car 60% des centrales chinoises fonctionnent au charbon. La production d'électricité est responsable à elle seule d'un tiers des émissions de CO2 de la Chine, qui réalise plus d'un quart des émissions de la planète. C'est dire l'importance de cette annonce chinoise. Le marché chinois du carbone deviendra le plus gros du monde, portant sur des volumes supérieurs à son équivalent européen, qui couvre pourtant plus de secteurs, énergie, industrie ou encore le transport aérien. En commençant par les centrales au charbon, la Chine fait le choix de s'attaquer à la partie la plus difficile, mais elle peut espérer que cela va permettre en même temps de réduire des pollutions annexes en microparticules, responsables du brouillard qui s'abat régulièrement sur les grandes villes chinoises et qui sont très gênantes pour la population. Hualongguan, c'est le nom d'un des réacteurs de la centrale nucléaire à Fengqing. Il a commencé son activité ce week-end selon la China Nuclear Corporation. Ce réacteur, dont tous les composants clés ont été fabriqués en Chine, fait partie de la 3e génération sur le marché mondial. La première centrale nucléaire de Chine utilisant Hualongguan, un réacteur nucléaire de 3e génération conçu par la Chine, est entrée en exploitation commerciale, a déclaré samedi la China National Nuclear Corporation, aussi appelée CNNC. L'unité N5 située à Fengqing dans la province chinoise de Fujian a commencé à produire de l'électricité pour une utilisation commerciale après un essai de 7 jours. Le réacteur Hualongguan, dont tous les composants principaux ont été produits par la Chine, a une durée de vie de 60 ans et répond aux normes de sécurité les plus strictes au monde. Avec Hualongguan en exploitation, la Chine est désormais à la pointe de la technologie nucléaire de 3e génération dans le monde, aux côtés de pays comme les États-Unis, la France et la Russie, a déclaré le président de la CNNC, Wu Zhongfeng. L'utilisation commerciale de Hualongguan contribuera également à atteindre les objectifs de développement à faible émission de carbone, tels que le pic des émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. L'unité N5 devrait générer près de 10 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année, réduisant potentiellement les émissions de dioxyde de carbone de 8,16 millions de tonnes annuellement, selon les données de la CNNC. Mauvaise nouvelle pour HNA, le groupe chinois basé sur l'île de Hainan et propriétaire de la compagnie Hainan Airlines, a annoncé ce week-end son placement en procédure de faillite. Fondé en 2000, le groupe est frappé par la crise sanitaire qui a très fortement impacté les compagnies aériennes. Lui, il ne connaît pas la crise, bien au contraire. Le groupe Tesla, détenu par le milliardaire Elon Musk, va augmenter cette année la capacité de production annuelle de sa Gigafactory de Shanghai. Le groupe américain passera d'une production de 250 000 véhicules à 450 000. Tesla va augmenter cette année la capacité de production annuelle de sa Gigafactory de Shanghai de 250 000 à 450 000 véhicules, alors que les berlines et les véhicules multisegments fabriqués localement gagnent en popularité en Chine et à l'étranger, a annoncé le 28 janvier le constructeur automobile américain. La Chine est l'un des plus grands marchés de Tesla au monde. Les données de l'Association des véhicules de tourisme de Chine ont montré que 137 459 berlines Model 3 fabriquées en Chine ont été vendues l'année dernière.
en tête de la liste des voitures électriques les plus populaires sur le plus grand marché mondial des véhicules à énergie nouvelle. Ces ventes ont aidé les livraisons mondiales de Tesla en 2020 à atteindre 500 000 unités, en hausse de 36% par an malgré le Covid-19 qui a entravé la production et les ventes de nombreux constructeurs automobiles établis, notamment Volkswagen. Outre l'usine de Shanghai, Tesla travaille également au renforcement des capacités à Berlin et au Texas qui devraient démarrer la production cette année. Nous prévoyons d'augmenter notre capacité de fabrication dès que possible, a déclaré Tesla dans un communiqué, ajoutant que sur un horizon de plusieurs années, nous prévoyons atteindre une croissance annuelle moyenne de 50% des livraisons de véhicules. Dans certaines années, nous pourrons croître plus rapidement, ce que nous prévoyons être le cas cette année. Tesla a été le premier et le seul constructeur international de voitures électriques à construire une usine en propriété exclusive en Chine. Le premier modèle fabriqué en Chine, le Model 3, a commencé ses livraisons en janvier dernier. Aujourd'hui, environ 5000 Model 3 sortent chaque semaine des chaînes de montagnes de Shanghai. Tesla a commencé à livrer son modèle Y plus tôt ce mois-ci. Le constructeur automobile a également annoncé qu'il a débuté à exporter le modèle 3 de la Chine vers l'Europe en octobre et commencera les expéditions de ces modèles vers d'autres pays asiatiques cette année. Selon Wei Zhengyi, secrétaire général adjoint de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle poursuivra sur sa dynamique actuelle, estimant que leurs ventes atteindront 1,8 million d'unités cette année. L'année dernière, les livraisons de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont totalisé 1,37 million, en hausse de 10,9% d'une année sur l'autre, malgré une baisse des ventes globales de véhicules du pays, a indiqué l'association. La Chine, rappelons-le, est le plus grand marché des véhicules à énergie nouvelle du monde, après avoir dépassé les États-Unis en 2015. Restons dans les bonnes nouvelles. Le service de transport ferroviaire Chine-Europe, Yiwu, plaque tournante des petites marchandises de la Chine, lancera plus de 1500 trains de fret à destination de l'Europe en 2021, selon un rapport d'activité du gouvernement provincial. Yiwu, plaque tournante de petites marchandises de la Chine dans la province chinoise de Zhenjiang à l'est, lancera plus de 1500 trains de fret à destination de l'Europe en 2021, selon un rapport d'activité du gouvernement provincial. La route de fret reliant Yiwu à l'Europe via le Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine a traité 1399 trains de fret Chine-Europe en 2020, en hausse annuelle de 165% selon le rapport présenté lors de la session annuelle en cours de l'organe législatif provincial. En tant que moteur important du commerce extérieur de la Chine, le Zhenjiang a enregistré une augmentation annuelle de 9,1% de ses exportations à près de 2520 milliards de yuan, soit environ 388,5 milliards de dollars en 2020. Elle représentait 14% du volume total des exportations du pays. Lancé pour la première fois en 2011, le service de transport ferroviaire Chine-Europe est considéré comme partie importante de l'initiative La Ceinture et la Route pour promouvoir le commerce entre la Chine et les pays participants à ce programme. Plus de téléphones dans les écoles. Lundi, le ministère de l'Éducation a annoncé l'interdiction des téléphones portables pour les élèves des écoles primaires et secondaires. Pour l'apporter, les parents devront désormais faire une demande de dérogation écrite. Les élèves des écoles primaires et secondaires ne seront désormais plus autorisés à apporter des téléphones portables à l'école. C'est ce qu'a annoncé le 1er février le ministère de l'Éducation dans un avis. Toutefois, si leurs enfants doivent apporter des téléphones portables à l'école, les parents devront déposer une demande écrite, auquel cas les élèves devront remettre leur téléphone portable à l'école pendant les heures de cours. De leur côté, les écoles doivent établir des règles pour la gestion des téléphones portables et désigner des personnes pour la garde des téléphones apportés à l'école. Selon l'avis, aucun téléphone portable n'est plus autorisé dans les salles de classe, l'utilisation généralisée des téléphones portables ayant entravé la gestion des écoles et le développement des élèves. L'avis vise notamment à protéger la vue des élèves, à s'assurer qu'ils se concentrent sur leurs études et à les empêcher de devenir addictifs à Internet et autres jeux en ligne. De même, les écoles ne devront pas assigner ou demander aux élèves de faire leurs devoirs avec leur téléphone portable et elles devront mettre en place des téléphones publics et des lignes d'assistance pour les enseignants afin de permettre la communication entre les parents et les élèves. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos émissions sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous sur Mandarin TV.